l'origine de ce projet. En particulier, on peut citer la ville d'Évry et le propriétaire de l'époque, qui était le bailleur au Pied-Voie, qui se sont opposés à la démolition de la pyramide 14, une démolition qui était imaginée dans le cadre du projet En Rue à l'époque. On était sur le deuxième projet En Rue sur ce quartier. Et donc, voilà quelques documents historiques. Et donc, le maître d'ouvrage actuel, qui est représenté par Madame Martin à côté de moi, donc les résidences Yveline et Son, s'est inscrit vraiment dans la continuité finalement de ces prises d'opposition et organisé en 2019 un concours de réhabilitation de la pyramide 14 avec 3 grands enjeux. On y reviendra et on va les détailler. Je les résume juste en introduction. Il y avait un enjeu patrimonial, évidemment, puisqu'il s'agissait de redonner de la valeur à ce patrimoine qui avait été, en tout cas qui apparaissait aujourd'hui dégradé. Un deuxième enjeu qui était un enjeu thermique, puisqu'il s'agissait d'atteindre finalement on va dire des standards actuels. Et ici, le projet atteint le niveau BBC Rénovation, avec, pour vous donner quelques chiffres, une estimation du projet qui se situe à 80 kWh par mètre carré par an après travaux. Et un dernier enjeu qui était un enjeu urbain, puisqu'il s'agissait vraiment de réinsérer cette pyramide 14 dans un quartier qui est en profonde mutation, puisqu'on l'a dit, on est dans un quartier qui connaît actuellement le deuxième projet En Rue. Et ces projets En Rue, ils sont finalement venus en quelque sorte réinterroger le projet initial qui était constitutif de la ville nouvelle, qui était conçu, on le voit ici sur la petite coupe, avec une séparation des flux, différents niveaux. Et donc tout ça, ça a évolué. Et le projet se réinscrit finalement dans ce quartier en mutation qui a transformé finalement cette vision initiale. Donc, ce triple défi a été relevé par l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été lauréate du concours, grâce à une approche, on va le dire, qui n'était pas dogmatique, qui était très pragmatique, on peut dire, qui a été très attentive aux qualités de l'existant, voir finalement qu'est-ce qui pouvait, de quoi on pouvait tirer parti finalement dans cet existant, grâce à une analyse très fine de l'enveloppe, mais aussi une approche globale, à la fois architecturale, mais aussi urbaine, de comprendre vraiment ce bâtiment dans son quartier. Et pour en parler, donc, on a réuni avec nous toute oui, l'équipe. Je vais passer la parole à Marcella qui va introduire les questions de l'équipe. On va vous présenter. Donc, on a la représentation de l'équipe complète, la maîtrise d'ouvrage représentée par Alexandra Martin de Résidence Yveline et Son, et aussi pour la maîtrise d'œuvre, on a M. Daniel Banich, président de DVVD, architecte ingénieur, Benoît Lacroix, président de Coda Architecte, et pour l'entreprise Legendre Construction, Clotilde Vanier. Donc, on posera une question à chacun et avoir à développer, mais on commence par la maîtrise d'ouvrage. Madame Martin, étant que, on a entendu tout à l'heure, il y a eu une opposition forte pour la démolition, contre la démolition. Est-ce que vous pouvez nous parler du début de ce projet-là? Moi, je n'étais pas encore aux résidences à ce moment-là. Beaucoup entendu parler, c'est un gros projet, la pyramide auprès des résidences. Même tous les collègues la connaissent, en entendent parler. Parce qu'effectivement, le Pivot à l'époque a décidé de sortir de l'ANRU pour ne pas la démolir. Il y avait aussi un autre projet d'éventuellement l'écrêter. En milieu occupé, c'est un petit peu compliqué. Elle a la particularité c'est encore aujourd'hui, il y a une vraie vie de village à l'intérieur. Les gens se déplacent d'un étage à l'autre, d'une cage d'escalier à l'autre, de tout ça. C'était compliqué de les déloger aussi de ce quartier. Et donc il y a eu ce parti pris fort de sortir de l'ANRU pour pouvoir la conserver, donc de ne pas faire appel aux subventions qui étaient possibles de l'État pour pouvoir faire les travaux. C'est un gros budget aussi, la pyramide, de par sa complexité architecturale. Elle a l'échafaudage, déjà, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est assez impressionnant.
Et puis, c'est plein de petits chantiers à l'intérieur. Il y a eu, dans les années 2000, de par des problèmes différents qu'on peut rencontrer dans certains quartiers prioritaires, de la drogue, du squat, du proxénétisme, du vol, il y avait tout ça. Donc, il y avait des centaines de mètres carrés qui avaient été condamnés pour éviter tout ça. Donc, l'idée, c'était de la redonner aux habitants, de la redonner aussi au quartier par l'offre associative qu'il y a au rez-de-chaussée. Donc, il y a un travail en collaboration avec la mairie, qui, elle, n'est pas sortie de l'ANRU, donc il y a un petit bout d'ANRU quand même au socle. Donc, et donc pour tout ça, les résidences, pardon, ont passé un concours en conception-réalisation. Et donc, c'est sur les équipes que vous avez là qui ont été retenues sur un projet qui a un fort parti pris. Ça, les architectes vous en parleront mieux que moi, d'avoir conservé les briques existantes sans faire d'isolation thermique par l'extérieur. C'est possible et on a cette chance-là aussi. Je pense que c'est vraiment tout un concours de choses qui ont fait qu'on a pu en arriver là. Parce que la ville d'Évry a un très bon réseau de chauffage urbain qui est en énergie renouvelable à 77%, ce qui nous permet aussi d'atteindre cette étiquette-là. Donc voilà, en fait, principalement les partis pris forts qui ont été retenus sur la pyramide. On reviendra éventuellement. Mais on revient c'est sur le concours, mais on peut revenir après, sinon sur le cadre du concours qui a fait le choix de cette équipe-là. Alors oui, il y a eu, en 2019. Il y a eu une première phase candidature où 4 équipes ont été retenues pour la deuxième phase offre en choix restreint, vous allez tous connaître. Et donc oui, il n'y avait pas de programme particulier sur une envie d'orienter les architectes, enfin les maîtrises d'œuvre vers une enveloppe ou ils avaient vraiment un choix libre là-dessus. 2 choses qui ont fait ressortir ce groupement, le fait qu'ils aient décidé de conserver l'apparence extérieure de la pyramide, de toutes ces briques, de toutes ces couleurs, et puis de redonner vraiment quelque part, en fait, ces lettres de noblesse à la pyramide qui est assez imposante au milieu du paysage urbain, avec des mouvements internes en opération tiroir et de créer des halls double hauteur pour que vraiment, en fait, on se sente accueilli. Aujourd'hui, alors maintenant, ça a été démoli il y a 3 mois, mais il y avait un énorme mur en fait qui protégeait quelque part le pied de la pyramide. Et il a été démoli pour vraiment accueillir les gens, que les gens n'aient plus peur de cette pyramide, qu'ils se la réapproprient, qu'ils en soient fiers aussi, qu'ils en soient fiers, que les locataires soient contents et fiers en fait d'accueillir des gens chez eux aussi, qu'on ne se retrouve pas dans des petits halls étriqués sombres comme on rencontre malheureusement souvent. Et ouais, c'était vraiment leur donner ces lettres de noblesse et puis la fierté aux locataires d'être là. Oui, donc la question maintenant à maîtrise d'offre, étant que à la base, il n'y avait pas une demande d'architecte de patrimoine, hein, sinon vous avez fait une étude très poussée sur ce patrimoine-là et avec une existence très emblématique, très complexe. On parle de 250 logements, la création aussi des logements, 2200 mètres carrés de bâtiments. Donc, et une question croisée à vous deux, comment est-ce que vous avez pris la démarche de ce projet à niveau de la construction, on va dire, et la déconstruction de cette façade, hein, cette analyse, et pour vous, la question architecturale, le projet architectural. On vous donne la parole à tous les deux. On va se partager la parole. Donc, c'est un projet qu'on a mené complètement conjointement. Après, pour dessiner, comme toujours, il faut que chacun dessine plutôt une partie, l'autre plutôt l'autre, mais on peut dire que c'est un projet complètement commun entre nous, effectivement. Donc, on va en parler de manière très équivalente. C'est la même chose l'un ou l'autre, je pense. D'abord, si on parle d'un projet qui parle de mixité, de densité, d'espace extérieur, de végétalisation, vous direz que c'est à réinventer, je ne sais pas quelle ville ou métropole. Bon, mais il a 50 ans, donc c'était la première chose. Quand même, il a des qualités. Après, il a plein d'autres qualités architecturales que vous connaissez, d'ouverture vers le ciel, les qualités d'appartement dont tu vas parler tout à l'heure, de cette richesse, de cette brique dont vous avez parlé, de ces différentes briques, de cette rigueur de modèle nature. Donc, une fois qu'on voit tout ça, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas garder ça? Il faut
Mais effectivement, comme vous l'avez dit, on aurait peut-être pu ne pas le garder. Mais il se trouve que ce bâtiment avait non seulement il y a la question du réseau de chaleur urbaine très performant, mais en fait, il avait déjà une façade, mine de rien, assez performante avec cette brique, isolation, enfin, lame d'air et petite isolation. Alors, c'est pas dans les standards de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Et le fait de vouloir, donc c'est notre côté, on va dire, têtu, de vouloir respecter cette architecture, on s'est dit, si on poussait très loin tous les autres curseurs, à savoir toutes ces terrasses qui étaient très mal isolées, parce qu'on isolait très peu. C'est une critique de l'architecture d'André Parra, mais c'est comme ça. Ces menuiseries très peu performantes, des questions de réseau de chaleur, de ventilation des appartes, de jardinières qui avaient des ponts thermiques importants, etc. etc. Si on met tous les curseurs de tout le reste au maximum, est-ce qu'on arriverait à garder cette belle idée de garder cette image-là? Et on n'était pas sûr d'y arriver. C'est en fait dans avant au milieu de concours, on se dit partons dans cette voie-là, espérons qu'on arrive bien et puis on reviendra en arrière s'il y a un problème. Ça c'est sur l'extérieur, et il se trouve que grâce à la qualité et du calcul et de ce qu'il y avait initialement et en améliorant au maximum tout le reste, avec une entreprise qui a accepté de jouer le jeu de pousser les curseurs au maximum sur le reste, on a pu prouver qu'on arrive à être BBC Rénovation et finalement pas mal, voire bien avec ce bâtiment-là. Mais je pense que pour gagner et pour attirer et pour que le projet marche bien, il n'y a pas qu'une question thermique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la question urbaine sur l'extérieur de tout ce qui s'était rajouté dans la vie du bâtiment. En fait, si on regarde le plan d'André Parra initial, dans le socle, il y avait déjà finalement un hall central au milieu, mais bon, des espaces se sont rajoutés, des espaces associatifs, qui ont fait qu'on avait perdu ces qualités de visibilité des halls et des espaces d'entrée. Et au-delà de ça, une pyramide, comme vous le savez tous très bien, une pyramide, c'est assez pyramidal. Et donc, heureusement qu'on n'est pas arrivé à la version décréter le haut, puisque finalement, les meilleurs espaces sont en haut, mais en bas, à l'époque, il y avait aussi on peut se dire qu'il y avait des défauts ou des défauts par rapport à nos modes de vie d'aujourd'hui, d'avoir un hall, des espaces dans les étages bas trop grands. Et donc, tout l'enjeu, tout notre travail commun était de se dire, comment retrouver la lisibilité des halls, de ces espaces, mais comment faire que cette mixité qui était quand même très innovante déjà à l'époque serve à quelque chose, à savoir que tous ces espaces au premier, deuxième étage qui marchaient pas très bien et qui ont dû être fermés dans le temps, soient reliés au rez-de-chaussée et ouverts sur l'extérieur pour des espaces extérieurs. Et ça a été la deuxième grosse bataille en fait avant la troisième qui est la qualité des apparts dont tu vas parler tout de suite. Mais comment faire que le rapport à la ville donne une meilleure acceptation et dise c'est pas que nous autres architectes qui aimons cette architecture-là qui va peut-être faire que le truc va être super et respecté. On y croit tous en tant qu'architecte que une belle architecture est plus respectée qu'une mauvaise architecture. On dit tout ça, tous dans la salle, je pense. Mais voilà, se dire que l'apport aux habitants et aux associations et donc ce travail avec la ville sur ces éléments-là. Je pense que c'est une belle histoire et quand même pour revenir à l'origine, avant nous autres architectes qui nous disons respectons l'architecture, le fait que la ville et les résidences et les zones se disent on ne va pas détruire, ça c'était avant nous en fait et je pense que c'était un choix très, très courageux de leur part. Je te laisse raconter la suite de l'histoire. Bonjour à tous. Daniel parlait du rapport effectivement à l'espace public. On le voit sur la perspective qui vous est présentée ici. C'est vrai que tout le travail sur le socle a été extrêmement important. Il y a une logique d'essayer de comprendre ce qui faisait la force de cet existant, essayer de prolonger cette logique sur le socle. Ça a vraiment été une des clés d'entrée du concours. La pyramide, elle se structure comme une espèce d'accumulation de pixels 3D, si on peut se permettre ça. Et c'est quelque chose qui ne se retrouvait pas du tout sur le socle. Et donc, toute l'idée du concours et de ce nouveau socle, c'est de prolonger cette lecture sur l'espace public et de venir, donc on le disait tout à l'heure, elle était fermée sur la place Salvador Allende, de venir réouvrir les bras de la pyramide pour constituer un nouvel espace qui soit un peu en forme d'accueil, comme des bras qui s'ouvrent. C'est un peu ça qui a été fait dans ce projet.
Et puis donc réintroduire aussi une notion d'échelle, c'est-à-dire que y a une nouvelle place qui est créée devant la pyramide. On parlait des halls tout à l'heure. Essayer de retrouver comme ça un hall qui soit à l'échelle de cette nouvelle place urbaine en créant des doubles hauteurs. Et là encore, c'est un parti pris fort, ça a été d'agrandir le hall en double hauteur, de le redonner à lire sur la place. Et puis, cette double hauteur, elle vient d'un parti pris qui est de supprimer un logement au-dessus. Donc ça encore, c'est un engagement du bailleur qu'il faut noter. C'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. Donc supprimer un logement pour retrouver l'espace à vivre pour la qualité de ces halls. L'autre point de vue, et Alexandra en parlait très bien, c'est retrouver cette fierté d'habiter là et donc de retrouver de la qualité dans les espaces communs. Et donc c'est vraiment tout le travail du concours a été d'accompagner cette double hauteur, accompagner la qualité des espaces communs en réintroduisant du végétal aussi dans les halls. Donc les pyramides, elles ont des jardinières, etc. Mais c'est vrai qu'à rez-de-chaussée, on avait perdu un peu cette notion-là. Et donc le travail dans les halls, alors pas seulement le hall 404, qui est le grand hall double hauteur un peu somptueux, mais aussi dans les halls de plus petite échelle, arriver à retrouver, par l'intermédiaire de l'architecture, la présence du végétal. Si on revient au logement, faut noter quand même qu'on s'inscrit dans la droite ligne des modèles innovation qui ont été un grand concours des années 73-74 et qu'en fait, le modèle des pyramides, c'est un peu le paroxysme de la réflexion de Andro et Parra sur les maisons gradins-jardins. C'est une trame qui est un peu différente. On est à 6,20 sur les gradins-jardins, on est à une trame de 5,20 m ici aux pyramides. Mais c'est une trame qui permet aussi de retrouver en infrastructure des parkings et au-dessus des logements. Et donc, toute cette recherche-là, la pyramide est l'aboutissement de ces recherches-là qui génèrent des qualités intrinsèques des logements qui sont vraiment qu'on ne retrouverait plus aujourd'hui, hein, qu'on n'arrive plus à faire, malheureusement, mais avec des grands espaces à vivre, beaucoup d'espaces extérieurs assez qualitatifs, des grandes terrasses végétalisées également avec des grandes jardinières qui servent à préserver l'intimité. Donc, et à de multiples orientations, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de logements à double orientation, en duplex, toute une richesse dans la constitution de l'offre de logement qui est à noter. Et donc, voilà, c'est une réhabilitation qui a été menée en site occupé. Donc, comme le disait mon confrère tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez particulier d'intervenir dans ces conditions-là. On a essayé d'être le moins invasif possible, même si c'est sûr que c'est à chaque fois des problématiques particulières. On est venu rénover donc pièces humides, salle de bain, WC, le système de VMC et puis le changement des menuiseries dont Daniel parlait tout à l'heure, qui a vraiment été une des pierres angulaires de la performance. Et puis le dernier point, il concernait les jardinières. On a essayé de développer une offre qui s'adapte en fait à chaque souhait locataire en proposant différentes versions de végétalisation sur ces jardinières, selon qu'ils souhaitent ou pas entretenir, donc avec des substrats qui sont soit à faible entretien, soit quelque chose de plus expansif. Voilà. Et je pense que j'ai un peu tout dit, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Daniel. Moi, j'ai un regret, mais qu'on partage tous ici de toute façon. C'est qu'on a fait ce concours en se disant si on peut revoir la perce générale, s'il vous plaît. En fait, la pyramide 14, dans le temps, s'est rajouté un bâtiment qui est tout blanc, qui est le bâtiment 18. Alors, il est bien masqué sur la perce de droite, donc vous ne le voyez pas, en fait. Mais on le voit sur le plan masse, qui, en fait, est au-delà du côté symétrique. On veut que tout soit parfaitement symétrique ou autre en tant qu'architecte ou autre, mais en fait, qui ne permet pas de faire le tour continuellement du bâtiment et de la souplesse dans le quartier. On aurait tous aimé, il y a déjà eu le courage et la volonté du maître d'ouvrage de perdre quelques appartements pour améliorer la qualité de la pyramide. On aurait tous voulu enlever 6 ou 12 appartements pour que la pyramide retrouve son unité. Mais bon, il y a des gens qui habitent dans ces appartements. Et donc, malheureusement, c'est ça. Et puis, et donc, à la fin, voilà,
c'est la différence entre la vision peut-être un peu trop puriste et la réalité, mais c'est de se dire que voilà, on est toujours face à. Il y a des gens qui habitent, il faut qu'ils continuent à habiter. Et on avait jamais dit autant que c'est complexe aussi, que c'est un site occupé et avec une relation de projet aussi historique, un engagement aussi de la maîtrise d'ouvrage aussi pour la recherche historique de la compréhension de ce bâtiment-là, de la conscience de cet patrimoine qui a fait qu'il y a eu la recherche aussi de votre part en apportant tous les archives aujourd'hui, tous les documents aux archives du patrimoine et aussi de la partie maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre qui s'engage à une analyse très précise de cette enveloppe qui permet aujourd'hui aussi avec l'entreprise, les gens de construction, et tant que c'est complexe, une quantité de surfaces de façade qui finalement ils ne vont pas être isolés par l'extérieur parce qu'il y a un changement de menuiserie conséquente. Il y a une étude très précise sur la menuiserie, sur l'incorporation aussi des volets roulants et l'isolation aussi des terrasses, donc qui implique une complexité, un site occupé. Donc, comment est-ce que vous avez pris l'organisation de ce chantier et si vous pouvez nous raconter quelques défis qu'il a été pour vous, ce chantier-là? Alors, nous, on a eu 2 défis principaux qui ont été organisationnels et structurels. Au niveau de l'organisation, c'est pas tant le logement, parce qu'on sait faire, c'est pas un souci. C'est plus au niveau du socle du rez-de-chaussée de la pyramide, qui regroupe du coup énormément d'associations. On a 8 associations, on a 5 halls, donc des regroupements de halls et la création de halls double hauteur. Donc, pour pouvoir au mieux s'organiser, on a découpé le projet en 4. Donc, 4 petits chantiers, entre guillemets. Donc, le chantier des halls, avec les 5 halls, le chantier des associations, le chantier des logements neufs, parce qu'on a effectivement 26 logements neufs à venir créer au sein de la pyramide, et le chantier concernant les façades et l'étanchéité. Donc, chaque petit chantier est sous la responsabilité d'un conducteur travaux, et on a également sur l'opération 2 chefs de chantier. Un chef de chantier dédié au logement occupé et un chef de chantier qui va s'occuper de l'ensemble de la partie gros œuvres. Donc, cette organisation nous a permis de répondre à toute la problématique organisationnelle et, comme disait Madame Martin, de travailler en tiroir au niveau du rez-de-chaussée. Puisqu'en effet, on a la création des halls à la place d'associations existantes, des associations existantes qui sont relogées au sein même de la pyramide, et la création de nouvelles associations. Donc, on a eu un gros travail de mise en place du planning, de réflexion autour du planning afin de voir quel était le meilleur moyen de fonctionner en tiroir sur ce socle qui est très très grand. Ensuite, une deuxième difficulté qu'on a eue, c'était la difficulté plus structurelle de la pyramide. On est sur une structure dite en plancher champignon et on a énormément de trémies à créer. On a donc deux halls double hauteur qui ont des trémies qui font 10 mètres par 10 mètres et énormément de trémies concernant les escaliers, que ce soit pour les associations ou pour les logements neufs, puisqu'on a 6 duplex de mémoire. Et ces trémies-là font 5 par 5 au maximum. Donc, on a dû faire appel on a mis en place toute une étude structurelle en amont pour définir dans quelle mesure on allait mettre en place nos renforts. Donc, ce qui a été décidé, c'est des renforts type HEA et des carbone, qui nous ont permis du coup de pouvoir créer ces différentes trémies. Ensuite, on s'est heurté à une deuxième problématique technique pour la création de ces trémies-là, c'est le chauffage. Donc, effectivement, on est sur un chauffage urbain qui est en monotube encastré dans les dalles. Donc, c'est-à-dire que les logements sont distribués par plusieurs boucles de chauffage et qu'une boucle de chauffage fait plusieurs logements et que chaque boucle n'est pas définie sur un seul hall, un seul bâtiment, mais peut voyager de bâtiment en bâtiment.
et que c'est pyramidal en plus. Donc du coup, ça a été la grosse surprise, qu'on pensait qu'il y avait quand même une certaine unité, une certaine logique au niveau du chauffage, et en fait pas du tout. Et en plus, on n'a pas de plan. Donc du coup, ça a été un peu la grosse surprise quand on a commencé nos travaux de curage, démolition. Mais bon, on s'en est sorti, et du coup, en fait, on a changé notre méthodologie d'approche. Et avant d'ouvrir n'importe quel trémie, on fait passer une caméra thermique pour repérer les réseaux de chauffage, évidemment. Donc du coup, ça nous a permis de pouvoir résoudre ce souci-là et d'avancer. Et donc pour finir, donc, au niveau des logements occupés, on n'a pas eu de soucis, en fait. Enfin, bah oui, ça s'est bien passé. On a pu maintenir une cadence de 2 logements jour. Donc, on a terminé les 256 logements en 7 mois et demi. Et pour ça, en fait, on a simplement séparé, comme on le fait de manière assez régulière en réa, les travaux intérieurs logement, donc tout ce qui est salle de bain, électricité, porte palière, VMC, des travaux de menuiserie extérieure. Donc, les travaux de menuiserie sont actuellement en cours sur la pyramide. On en a changé à peu près 40% à l'heure actuelle. Et ça suit le même rythme que les façades pour qu'on soit en sécurité avec la mise en place de l'échafaudage. Voilà. Moi, je voulais rajouter, étant Maud parlait d'être sur les bancs de l'école, étant ancienne élève de cette école, je pense 2 secondes pas de celle-là, de celle d'avant. Mais je pense aux jeunes qui se lancent dans des concours par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur les façades et le risque de prendre pendant un concours le fait de garder un existant, alors que la demande théorique aurait dû être d'isoler par l'extérieur. Mine de rien, la qualité, parce que la question, c'est au-delà de l'architecture, c'est aussi une question de qualité. La qualité, ça paye. Et on voit ce bâtiment. Certes, cette brique, elle s'était un peu plus grise dans le temps. Il y avait des épaufrures dans les bétons. Mais n'empêche que ça a tenu 50 ans. Et donc, un bâtiment en ITE, il ne tient pas 50 ans. Et donc, voilà, soyez, pour les jeunes qui nous suivent en ligne ou les quelques-uns qui sont là aujourd'hui, le fait d'être courageux, ça permet aussi, et de parler non et d'architecture, mais aussi de qualité, ça permet aussi d'aller au bout des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a voulu absolument donner la parole à toute l'équipe tant qu'il a été riche en échange avec nous pour pouvoir élaborer cette analyse. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a le dans temps la pour salle. une petite question. Oui, en fait, c'est une petite précision. Donc, vous disiez que vous aviez construit aussi du logement. Et je me demandais où. Oui, alors, en fait, dans une des ailes de la pyramide, je pense que c'est celle que vous voyez en haut à droite, il y avait un foyer logement qui a été abandonné. Et donc, on était sur des espaces qui étaient vides de toute occupation. Et dans ces espaces-là, on dit logement neuf, mais en fait, on réutilise la structure, évidemment. Mais on crée des logements locatifs intermédiaires, qui est aussi un autre pari des résidences Wilkinson, c'est-à-dire intégrer au sein de cette pyramide à vocation quand même relativement très sociale, du logement intermédiaire avec des qualités supplémentaires par rapport à leur parc. Voilà. Et donc, c'est dans cette aile que ça se passe. Une dernière petite question. Ah oui, et une isolation supplémentaire par l'intérieur dans ces logements-là. Je n'ai pas très bien entendu au début, c'est sur les intentions urbaines, en fait. Qu'est-ce qui a fait que... pourquoi il fallait démolir ça? Dans quelle intention en fait, initiale il avait été prévu de démolir ce bâtiment? Et quelles sont les conséquences au niveau de l'aménagement ultérieurement, dès lors que le pivot, comme vous l'avez expliqué, a fait en sorte que en fait, le bâtiment ne soit pas démoli? Qu'est-ce que ça a changé finalement sur l'intention initiale, le projet? Est-ce qu'il a été remanié? Qu'est-ce que c'est devenu? Comment ce bâtiment nouveau s'intègre dans un plan dans lequel il avait vocation à ne pas rester? Non, alors c'est plus, en fait, c'était encore antérieur à cela. Il y a eu un plan urbain en se disant, bah, c'est facile, on se pose pas de questions,
on démolit et on retraite. Alors, je ne sais pas si on a le plan. Vous avez le plan initial? Vous n'avez pas le plan? Bon, et on retraite avec des bons bâtiments de logement bien rectangulaires comme on connaît, qui permettent une porosité entre l'Est et l'Ouest. Voilà, mais ça n'a pas été. Oui, on peut disons-le un peu durement comme ça, mais voilà, mais ça n'a pas. Mais c'est pas seulement Kiev étages, c'est que c'est très compliqué à aménager les étages bas d'une pyramide aussi grande. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il y avait des celliers dans ces états. Le cœur de la pyramide était fait de premier, surtout premier, il y avait beaucoup, et deuxième étage des celliers, mais au fil du temps, des celliers avec des choses qui s'y passent, de la revente de choses un peu bizarres et autres. Alors forcément, on est obligé de les murer, de les fermer, et ça marche pas bien. L'autre chose qui marche pas bien, c'est pas de faire la somme de ce qui marchait pas bien. En fait, en ayant construit à l'ouest, en rez-de-chaussée, tous ces locaux associatifs complémentaires, et ben, tout c'est devenu très opaque, très fermé. On lisait pas les entrées, très grands couloirs, immenses couloirs intérieurs qui devenaient, on va dire des coupe-gorges, mais en tout cas peu agréables. Et donc, immenses couloirs. À partir du moment où tout était fermé sur la place, immenses couloirs, voilà, c'était la somme de tout ça qui on se dit bon, c'est facile, on détruit, on refait. Non, non, mais en l'occurrence, et les élus et les résidents Essonne sont allés sont allés dans la voie de conserver. Donc, voilà, il n'y a pas. Avec tout un échange aussi avec le préfet pour ne pas faire la démolition. Et donc, finalement, c'est conservé, mais en sortant de la rue, comme Alexandre Martin l'a expliqué tout à l'heure. En fait, la pyramide, c'est aussi, je pense, une histoire de coup de cœur de toutes les personnes qui l'ont connue, même vu juste, que ce soit des professionnels ou les personnes qui y habitent, des professionnels du bâtiment. Il y avait vraiment envie de la conserver. L'ANRU, c'était comme vous le répétiez aussi, quoi. C'était parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'incivilité, allons-nous dire. Et comme je vous disais, il y a des milliers de mètres carrés, des milliers, presque un millier de mètres carrés qui ont été condamnés pour condamner donc, les celliers, comme vous l'avez dit. Les parkings sont condamnés depuis 20 ans. On les réouvre, donc on va réouvrir aussi une offre de parking aux résidents, parce qu'il y avait vraiment du squat dans tous les sens. Des logements aussi qui ont dû être condamnés derrière à cause de. Donc tout ça a fait aussi que ça a limité tous ces méfaits civiques, quoi, en fait. Pour la petite idée, on a vidé les celliers qui étaient vides depuis 20 ans. On a trouvé des motos de la Poste, des scooters, des capots, des aquariums, des coffres-forts éventrés, des celliers qui étaient brûlés, qui avaient été vraiment entièrement cramés. Donc, il se passait vraiment beaucoup de choses à l'abri des regards, on va dire, Ça n'est pas resté sur place parce que. J'ai l'impression que vous connaissez la réponse. J'ai envie de vous dire oui, en fait, quand je vois où ça en est aujourd'hui et ce qu'on redonne, j'ai envie de vous dire oui, l'architecture peut changer le social. Comme on a été vite, mais en fait, à partir du moment où ces espaces au cœur sont redevenus liés à des espaces à rez-de-chaussée, vivants, associatifs, tenus par des associations avec leur planning et autres, et qui remontent du rez-de-chaussée dans cet étage-là et ne sont plus ouverts comme des celliers sur. Voilà, on sait, on espère tous, on sait tous que ça va vivre normalement. Il y avait eu, en fait, c'était un pansement de les condamner, c'était un pansement qui a été fait rapidement. Maintenant, dans ce projet-là, c'était vraiment tout repenser pour réouvrir, pour plus avoir ces espaces en fait qui étaient propices à tout le reste. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, en réoffrant tous ces espaces et aussi aux habitants entiers de la ville d'Évry par rapport aux associations, les parkings aussi qui sont beaucoup plus sécurisés. C'était vraiment penser le projet dans sa globalité pour plus avoir cette perte d'espace de locaux condamnés qui avait été fait rapidement en pansement à l'époque et en réponse à la demande de l'ANRU. Ouais.
Ce n'était pas une décision des élus hein, de démolir. Il faut, c'est notre boulot à tous de convaincre qu'en changeant les usages, on peut améliorer le fonctionnement. Et juste pour compléter, hein, c'est quand même une position courageuse de la ville d'Évry qui est à l'origine de l'opposition à la démolition. Donc c'est vraiment pas les élus qui voulaient démolir. C'est un projet en rue qui venait en contradiction avec tout ce qui avait été fait précédemment par le premier projet en rue, qui mettait la pyramide 14 vraiment au centre du projet en rue. Le deuxième projet en rue en élaboration qui a imaginé qu'il était plus simple de démolir cette pyramide, en particulier pour commercialiser des nouveaux logements qui étaient en face. Et ce que peut-être on peut Bien, compléter, ouais. c'est juste pour comprendre, il y a toute la démarche du socle en relation à ces nouveaux espaces publics de la destruction des dalles de la ville d'Évry, la nouvelle ville d'Évry. Donc qu'aujourd'hui, il se détruit, il génère à nouveau des espaces publics en relation. Et donc l'équipe a su répondre aussi à ce défi de la nouvelle création des places autour de l'ouverture nouvelle d'espaces publics. Donc, bien, merci. On va Merci être obligé de beaucoup. rester sur cette belle ambition. En tout cas, nous, on a un beau vivier 2024 de visites, d'opérations, de chantiers. Je pense qu'on pourra réaborder les questions que vous avez abordées, évidemment importantes, cette question de l'usage et d'ancrage de ces projets de réhabilitation dans leur nouveau paysage. Merci beaucoup à tous les intervenants, à la qualité de vos interventions, à la qualité des projets qui nous confortent nous aussi dans notre choix, de notre sélection 2023. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et j'espère que vous serez des nôtres à 14h pour les 2 tables rondes qui vont suivre. Donc, je le rappelle, magnifier l'ordinaire, des postures singulières pour faire école. Et puis, on se penchera aussi évidemment sur les petites copropriétés pour ne pas les oublier. Voilà. À tout à l'heure et bon appétit. Merci de votre attention.